à plusieurs reprises, transpirant, le cœur affolé, la bouche sèche. Il n'avait aucun souvenir de son cauchemar, mais peu de doute sur son origine. Le Robéroden le hantait. Le lendemain, il s'arrangea avec Tobias pour avoir un œil sur Doug, bien qu'il ne puisse réellement le surveiller sans attirer son attention. Pendant ce temps, Ambre faisait défiler tous les bancs volontaires à la rotonde pour parler avec eux de l'altération. Le soir, ils partagèrent un coin de table pour dîner. Ambre, Ambre leur confia qu'elle avait répertorié 8 cas où l'altération se manifestait sans équivoque. Les uns et les autres lui faisaient de plus en plus confiance. Ils venaient vers elle comme vers un médecin et propageaient autour d'eux cette bonne nouvelle. À ce rythme-là, elle pourrait inventorier toutes les altérations de l'île en 2 semaines. J'ai vu le petit Mitch tout à l'heure. Je crois qu'il développe une capacité d'analyse hors du commun, déclara-t-elle. Il passe son temps à dessiner ce qu'il voit, et il a une mémoire visuelle comme je n'en ai jamais vu. Il existe bien un lien entre l'altération qu'on développe et ce qu'on fait au quotidien. Notre cerveau se contente d'améliorer la partie la plus sollicitée. Il réagit à la manière d'un muscle. Rien concernant les pouvoirs qui nous servent en cas d'attaque, demanda Matt. Non, pas vraiment. Il va me falloir encore du temps. Et ne dis pas pouvoir. Rien de magique là-dedans. Excuse-moi, j'ai parlé sans réfléchir. Rien d'autre. Non, enfin si. J'ai rencontré une fille du Capricorne, Svetlana. Il se pourrait qu'elle puisse manipuler de faibles courants d'air. Et le grand Colin est aussi venu. Il est inquiet de l'altération. Il pense qu'il se rend compte qu'il change lui-même. Pourtant, il n'a pas voulu m'en dire plus. Colin, c'est bien le plus âgé de l'île, s'assura Matt. Un grand châtain avec des boutons sur les joues. Oui, c'est lui. Il s'occupe de la volière. Il est un peu godiche parfois, mais il finira par me parler. Lorsque son altération deviendra évidente, je vous tiendrai au courant. Ah, j'allais oublier. J'ai parlé avec Tiffany de la licorne. Elle m'en a dit un peu plus sur cette Claudia qu'elle connaît. Il paraît qu'elle est sympa et non moins mystérieuse. Elle ne gosse pas tellement. Et surtout, il lui arrive de sortir de sa chambre la nuit. Les parquets grincent pas mal, donc ça s'entend. Mais Tiffany ne sait pas où elle va. Elle suspecte de Claudia de voir un garçon. J'ai rien dit bien sûr. En tout cas, il est évident que Claudia est du complot. Gwen vint se joindre à eux pour le dessert. Elle avait de longs cheveux blonds et Tobias frissonna en imaginant, tendue tout droit vers le plafond lorsqu'elle dormait. Puis les 2 filles partirent ensemble pour l'hydre et les 2 garçons montèrent dans la chambre de Tobias. Là, ils bavardèrent pendant une bonne heure et demie, le temps que les lumières du manoir s'éteignent. Ils parlèrent de leurs parents qui leur manquaient, des copains, se demandant s'ils avaient survécu à la tempête, ou ils pouvaient bien être désormais. Et c'est le cœur lourd de mélancolie qu'ils finirent
veux-tu que je sache? J'en ai marre de tourner en rond. On ne tourne pas en rond. Le kraken est tellement grand qu'il faudrait marcher jusqu'à l'aube avant d'en faire le tour complet. Justement, ils sont peut-être dans les étages supérieurs, et nous, on reste en bas depuis le début. S'ils doivent agir cette nuit, ils passeront par là. C'est le chemin vers le fumoir et le passage secret. Tobias n'était pas convaincu. Il errait encore pendant 1 heure avant que le petit hyperactif ne vienne s'affaler dans un fauteuil du salon. Boss, déclara-t-il. Matt vint s'asseoir en face de lui. Il doit être plus de minuit, annonça-t-il. S'ils ne sortent pas bientôt, je pense qu'on pourra retourner se coucher pour cette nuit. Un nuage noir passa devant la lune et la luminosité dans la pièce chuta d'un seul coup. C'est flippant, gloussa Tobias. On se croirait dans un vieux film d'horreur quand ça fait ça. Matt contempla le ciel obscur à l'extérieur. Le nuage devant la lune grouillait et palpitait, incapable de rester en place. Il vint se coller à la vitre. C'est pas un nuage, souffla-t-il. Ce sont des chauves-souris. Je les ai déjà vues l'autre soir. Elles sont des centaines, avertit Tobias, la voix brisée par l'inquiétude. Qu'est-ce qu'elles font? La nuée se mit à tournoyer, puis fondit vers le manoir du Capricorne avant de changer de cap au dernier moment et de survoler le Centaure, où elle décrivait de larges cercles. Elles cherchent une ouverture, révéla Matt. Elles ont fait la même chose l'autre nuit. Je crois qu'elles veulent entrer dans nos manoirs. Pourquoi faire? Je ne sais pas, mais elles n'ont pas l'air très amicales, si tu veux mon avis. Ce fameux soir, 3 de ces bestioles ont essayé de m'enfoncer dessus. Faudrait prévenir les autres pans qu'ils ferment toutes les ouvertures possibles au crépuscule. Matt ouvrit la bouche pour répondre lorsqu'une voix claqua dans la pièce juste derrière eux. Ah, vous êtes là. Allez, on se dépêche. Matt reconnut aussitôt cette intonation. Il se tourna et vit Doug qui leur fit signe de le suivre d'un mouvement de la main. Venez, on a beaucoup à faire, ordonna-t-il. Reggie et Claudia nous attendent. Sur quoi il disparut dans le corridor. Il n'a pas vu nos visages, murmura Matt. Alors on file, viens, on peut encore lui échapper en passant par l'escalier de la tour ouest. Matt rattrapa son ami par le poignet. C'est notre seule chance, déclara-t-il. On peut les approcher de très près et se faire tuer dès qu'ils s'apercevront qu'on n'est pas ce qu'ils croient. Si on ne fait rien, Doug enverra le signal aux cyniques et ils détruiront cette ville. Veux-tu finir dans une cage en partance pour le sud, à son ciel rouge? C'est maintenant qu'il faut agir. Tobias soupira. Je déteste quand tu es lucide, railla-t-il. Garde bien la tête dans le fond de ta capuche, qu'on ne puisse pas te reconnaître. Et s'ils s'empressent de suivre Doug, et ils s'empressent de suivre Doug. En arrivant dans le couloir des armures, Matt et Tobias virent 2 silhouettes qui attendaient. Claudia et Reggie. À peine en bas des marches, Doug actionna l'ouverture du passage. Arthur alluma la lampe. Matt comprit qu'il s'adressa à Tobias et lui envoya un coup de coude discret. Tobias bafouilla et émit un grognement qui signifiait oui avant de s'exécuter en prenant soin de dissimuler la couleur de ses mains. Lorsque la flamme prit en assurance dans son bocal de verre, Tobias tint sa lampe sur le côté afin de ne pas chasser les ombres qui recouvraient son visage. Reggie, qui portait une autre source de lumière, ouvrit la marche, tandis que Matt et Tobias la fermaient. Ils remontèrent tous le souterrain pour en
rester ici plus longtemps, ils vont s'en rendre compte. Et, comme pour confirmer, des voix résonnèrent dans le couloir. Donc, c'est nous, Arthur et Patrick. Vous êtes là? Matt se crispa. On est piégés, dit-il. Tobias répliqua. Dis pas ça. Ça ne te ressemble pas de partir vaincu. Matt inspira profondément et fixa le plafond pour réfléchir. Je sais, soupira-t-il, c'est juste que je suis fatigué de tout ça. À croire que ce n'est pas assez dur depuis que le monde a changé. Il faut aussi qu'on se trahisse entre nous. Tobias vint coller son oreille à la porte et murmura. Ils sont juste là, dans le couloir. Soudain, Tobias se redressa d'un bond. Le plancher craqua de l'autre côté de la porte. La poignée bougea et commença à descendre. Matt retrouva toute sa lucidité et le sang-froid qui le caractérisait dans les situations tendues. Il se pencha et tourna le loquet du verrou en faisant le moins de bruit possible. On tenta d'ouvrir la porte, mais elle ne bougea pas. Ils ne sont pas là, fit une voix dans le couloir. Tobias recolla son oreille au moment et finit par dire « Ils sont filés, et c'est maintenant ou jamais. » Les deux compagnons sortirent, lampe à la main. « Où vas-tu » s'étonna Tobias. « La sortie est par là. »« Je sais, mais si on s'en veut, on ne saura jamais davantage sur ce qui se trame ici. » « Le temps presse, Toby, il faut le découvrir cette nuit, et je ne vais pas rentrer sagement dans mon lit pour attendre les sangles et la seringue. » Tobias fit une grimace désespérée. Il baissa les épaules et Matt l'entraîna sur les traces de Doug. Chapitre 36. Manipulation. Matt et Tobias se quittèrent grâce aux voix qu'ils entendaient. Doug et les siens étaient dans une vaste cuisine. Arthur et Patrick les avaient rejoints et Claudia parlait. Qui que ce soit, ils sont venus jusqu'ici avec nous. Il faut agir tout de suite. Reggie aboya Doug. Tu fonces rejoindre Sergio. Le Minotaure fit le benjamin de la famille. Oui, qu'il bloque là-dessus. À l'observatoire, je ne veux pas qu'il monte. Arthur va vous accompagner. Claudia, tu vas dans la remise du bain. Cherche une très grosse clé avec laquelle tu iras fermer la porte de l'observatoire. Pendant ce temps, je vais verrouiller le passage secret pour qu'il ne puisse plus sortir. Matt tira Tobias en arrière. Ils vont organiser une chasse à l'homme dans tout le manoir. Ils vont surtout libérer le Minotaure, chuchota Tobias à toute vitesse. Cette fois, on disparaît tant que c'est encore possible. Non, on reste. On vient de découvrir que Sergio faisait partie du groupe. On est sur la bonne voie et je veux savoir ce qu'il cache là-haut, dans l'observatoire, qui semble si important. Matt lui fit signe de le suivre tandis qu'une porte claquait plus loin. Reggie et Arthur devina Matt, et il n'y avait plus une seconde à perdre. Matt se mit à trottiner, suivi par Tobias. Il ignorait comment rejoindre l'observatoire dans ce fouillis de couloirs, de salles obscures et d'escaliers, mais ne doutez pas qu'avec un peu d'acharnement, il trouverait un accès. Ils passèrent plusieurs fois devant les fenêtres, et Matt dut dire à Tobias de baisser sa lampe. Ils allaient se faire repérer. Ils montèrent dans 3 tours sans qu'aucune soit la bonne. Matt présumait qu'il n'était plus très loin lorsque, soudain, le sol se mit à trembler. Des pas lourds et lents ébranlaient les murs. Il comprit aussitôt qu'il s'agissait d'une démarche, celle du monstre. Il vient vers nous, gémit Tobias en regardant autour de lui. Il vient vers nous. Il
juste derrière eux, Tobias se tourna et interpella son ami. À l'entrée de la grande salle, un nuage de poussière se souleva et il apparut, haut de plus de 2 mètres. Un corps d'homme dominé par une tête de taureau, avec des cornes immenses. Le Minotaure les contemplait depuis sa pénombre. Matt poussa sur ses cuisses et se mit à courir, courir pour fuir, courir pour survivre. Il dépassa une série de portes fermées, bifurqua sans se soucier de son orientation au carrefour suivant et commença à réaliser qu'il s'était piégé quand il aperçut Claudia face à lui, à l'autre bout du couloir dans lequel il venait de s'engager. Elle y vit en même temps et tous s'immobilisèrent. Ses cheveux bruns bouclés lui tombaient de part et d'autre du visage. Elle étoisa d'un regard sombre. Ses prunelles se débordèrent vers une porte à mi-chemin et la jeune fille agita nerveusement une grosse clé qu'elle tenait dans la main. Matt suivit son regard et en déduisit que c'était l'entrée de l'observatoire qu'elle était supposée fermer. Quoi qu'il pût y avoir en sommet, Doug voulait à tout prix le tenir secret. Matt et Claudia se dévisagèrent, et soudain, Claudia fonça vers la porte. Matt fit de même, et elle se précipita en forçant sur les muscles de ses jambes. Ses bras se mirent à fouetter l'air, sans bien savoir s'il courait plus vite que Claudia ou si c'était là un autre effet de son altération musculaire. Matt sut très vite qu'il y arriverait avant d'elle. La porte se rapprochait. Cependant, Tobias ne pouvait courir aussi vite que lui. Ils ne pourraient pas atteindre la porte ensemble avant Claudia, et Matt refusait d'abandonner son ami. Alors il opéra un très subtil changement dans sa course et au dernier moment, juste avant d'atteindre le renfoncement convoité, Matt se projeta sur Claudia, qui plaqua violemment contre le mur. La jeune fille, sonnée par la patte, cligna les yeux avant de comprendre ce qui venait de se produire. Le souffle de Matt repoussa les mèches brunes qui dissimulaient le visage à la peau bronzée. Matt lui tenait les poignets contre la pierre froide. Qu'est-ce que vous cachez là-haut, dit-il tout essoufflé. Claudia voulut le repousser, mais il la tenait fermement. Tobias arriva derrière eux et ouvrit la porte. Viens, dit-il. Matt l'ignora pour se concentrer sur la jeune fille. Il était si près d'elle qu'il pouvait sentir le parfum de sa peau, sucré et fleuri en même temps. Une étrange sensation de chaleur se diffusa dans son ventre. Bonsoir, d'accord. Merci. Une étrange sensation de chaleur se diffusa dans son ventre, et il tenta aussitôt de l'écarter de son esprit. Dis-moi, insista-t-il, pourquoi voulez-vous nous interdire l'observatoire? Le martèlement des pas du Minotaure se rapprochait, comme s'il hésitait sur la direction à suivre. Par ici, hurla Claudia, ils sont ici. Matt ne sut que faire. Il ne se sentait pas capable de la frapper pour la faire taire. Était-ce parce que c'était une fille ou tout simplement parce qu'il n'avait pas assez de violence en lui pour frapper quelqu'un froidement? Pourquoi vous nous faites ça? Demanda-t-il sans cacher la colère qui bouillonnait en lui. Le monstre se rapprochait. Viens, vite, supplia Tobias. Le Minotaure entra dans le couloir, la démarche plus lente, le pas difficile. Matt put voir ses épaules se soulever en cadence. Il semblait exténué. Un souffle rauque jaillissait de ses naseaux, et s'il était hésitant, ses cornes longues et pointues demeuraient
place des sabots, il traînait 2 lourdes chaussures de plomb, celles du scaphandre de la remise. Son pantalon tenait avec des bretelles et seuls ses bras nus étaient apparents. Le reste était dissimulé sous une veste en cuir tanné, usée par les années et dont on avait coupé les manches. Le Minotaure soufflait mais ne grognait pas. Maintenant qu'il se rapprochait, Matt vit qu'il ne changeait pas d'expression, la gueule figée dans la même et unique attitude neutre. Il s'agissait d'un trophée. Une tête empaillée dont on avait vidé la boue pour s'en faire un masque. Le Minotaure n'était qu'un leurre. Sa poitrine était gonflée. Les jambes d'un jeune pan juchaient sur les épaules d'un plus costaud, Reggie et Sergio à coup sûr. On les avait manipulés depuis le début. Doug et ses comploteurs avaient fait en sorte d'éloigner tout le monde de ce manoir. Pour vous livrer à votre sinistre besogne, pas vrai? Pour préparer l'attaque des cyniques. Mais alors, que cachez-vous là-haut? Quel genre d'arme avez-vous mis au point? Des bruits de pas se rapprochèrent. Doug et Patrick apparurent. Même si le Minotaure n'existait pas, ils étaient trop nombreux pour eux. Matt arracha la clé des mains de Claudia, la repoussa et se précipita derrière Tobias pour verrouiller la porte dans la foulée. Voilà qui devrait les tenir à distance un petit moment, soupira-t-il. Et nous, comment va-t-on faire pour sortir maintenant? Matt leva la tête et découvrit qu'ils étaient au pied d'un large escalier à vis. Nous, répéta-t-il distraitement, on va monter tout en haut. À mi-parcours, Tobias imposa une pause, tant ses muscles des mollets et des cuisses brûlées. La tour était haute, il n'y avait plus aucun doute, ils étaient dans l'observatoire. En bas, la porte se mit à vibrer. Ils essayèrent de l'enfoncer. Matt estima que ça leur prendrait un peu de temps. Elle avait paru bien solide. Les derniers mètres furent vraiment difficiles, même pour lui qui ressentait assez peu l'effort depuis le départ. Ils atteignaient le sommet, hors d'haleine, les jambes tremblantes. Mais le spectacle leur fit retrouver tous leurs esprits. Une impressionnante coupole sur rail coiffait la tour, ouverte d'un quart sur les étoiles pour qu'un télescope de la taille d'un camion de pompiers puisse les ausculter. Les murs disparaissaient sous les tranches multicolores de centaines de livres et un bureau couvert de cahiers trônait au milieu. Une lampe à huile brûlait timidement, suspendue à une molette du télescope. La vache laissa échapper Tobias. Ils s'avancèrent dans l'imposante pièce pour distinguer des tableaux qu'une fine écriture à la craie avait décorés. Matt perçut un frottement derrière lui et se retourna. Ça ne pouvait pas être les autres, pas si vite. Son regard mit une seconde avant de comprendre et de se lever. Le visage n'était pas à la hauteur qu'ils s'attendaient, et pour cause, un adulte d'1,90 m leur barrait le chemin de l'escalier. Un cynique qui entrouvrit les lèvres pour dévoiler ses petites dents jaunes en guise de sourire. Troisième partie, les cyniques. Chapitre 37, le grand secret. Matt eut le réflexe de repousser Tobias derrière lui et de se préparer au combat. Il n'avait jamais su se battre. À l'école, il avait toujours tout fait pour éviter les conflits, et les rares fois où il avait dû se servir de ses poings, il s'était fait casser la figure. Mais tout était différent désormais, et Matt se savait plus enclin à tenir tête à ce cynique que Tobias. Il leva les mains devant lui, se mit en une position de garde qui calquait
s'enfonce le nez dans la tête. Le cynique perdit un peu de son sourire, que Matt jugeait provocateur, et mit les mains sur ses hanches. Allons donc, s'indigna-t-il, on voit là des manières. Est-ce que c'est Doug qui vous envoie? On sait tout de ce Doug. Et vous tramez pour livrer l'île à vos amis. Le cynique fronça le visage dans une attitude presque outrée. De quoi parlez-vous? Quels amis? Je suis Michael, Carmichael, et vous êtes sur mon île, jeune homme. Alors, je vous saurai gré de témoigner un peu plus de respect à votre hôte. Si le vieillard que je suis n'en incite aucun, où donc sont passées les politesses? Moment de flottement, Matt et Tobias s'observèrent avant que le premier n'ose demander: vous êtes là depuis le début? Oui, je n'ai jamais quitté mon manoir. Mais pourquoi? Pourquoi n'êtes-vous pas agressif comme les autres adultes? Figurez-vous qu'il m'est arrivé un drôle d'accident le soir de la tempête. Mais si vous commenciez par me dire ce que vous faites ici. Matt jeta un bref coup d'œil vers l'escalier. Doug et ses camarades vous protègent, c'est ça, devina-t-il. Oui, compte tenu des agressions et des enlèvements commis par tous les cyniques, comme vous les appelez. Beaucoup d'enfants ont jugé de massacrer tout ce qui ressemble de près ou de loin à un adulte. Doug et Reggie ont pris peur. Ils ont estimé préférable de me tenir caché ici en attendant le bon moment pour me présenter à tous. Vous tairez depuis 6 mois, s'exclama Tobias. Oui, oh, on ne peut pas dire que ça change de ma vie d'avant. Je peux dormir une partie de la journée et observer le ciel en soirée. Doug et ses amis me mentent à manger tous les jours, à tour de rôle. C'est mieux que la maison de retraite. Il tendit la main pour les inviter à passer dans un coin de l'observatoire où 2 canapés se faisaient face, près d'une cheminée. Matt s'excusa et se dirigea vers l'escalier. Je vais aller ouvrir à Doug et aux autres, je crois qu'on a besoin de parler. Confortablement assis dans les canapés, toute la bande de Doug, Sergio et Reggie avaient retiré leur déguisement, encadraient Tobias et Matt. En voyant la monumentale tête cornue à leurs pieds, Matt se rappela les emplacements vides sur les murs de la salle des trophées, les clous abandonnés. Reggie confirma que la tête venait de là. Les chaussures du scaphandre suffisent à provoquer une démarche lourde et impressionnante. Michael Carmichael, qui s'est déplacé très lentement, déposa 6 tasses de thé fumant sur la table basse. Il faudrait vous les partager. Je n'ai pas assez de tasses, dit-il de sa voix de baryton. Puis il alla s'asseoir avec un soupir d'épuisement dans un fauteuil roulant. Pourquoi vous avoir gardé ici pendant si longtemps? Demanda Matt, qui ne parvenait pas à imaginer qu'on puisse rester enfermé ainsi des mois durant. Si tu avais entendu les propos que tenaient certains bancs à leur arrivée ici, déclara Doug, la plupart ont vu leurs copains se faire attaquer, massacrés par des gloutons ou des cyniques. Leur colère était contagieuse, elle est seulement en train de retomber. Tobias haussa les épaules, mais puisqu'il est inoffensif, Carmichael gloussa en entendant ce mot. Doug enchaîna. J'ai abordé le sujet plusieurs fois, et on me dit toujours la même chose. On ne peut plus faire confiance aux adultes. Ils sont tous fourbes, dangereux. Dès le début, j'ai compris que ça prendrait du temps avant qu'on puisse apaiser le souvenir des massacres. Et puis, oncle Carmi aime bien sa nouvelle vie. L'intéressé approuva vivement
survie, comment s'adapter en tout milieu et développer son microcosme de survie par Nation. Un banal guide de survie, Raya Matt. Et oui, fit Carmichael, non sans ironie, truffé de bons conseils pour lancer une agriculture, recueillir de l'eau ou chasser. Je m'étais attendu à quelque chose de plus imposant. Oui, je m'étais imaginé une sorte de Bible, un livre sacré ou le témoignage d'un sage. Non, rien de tout cela. Cette société repart de zéro, mon petit. Le divin aura peut-être sa place, mais plus tard. Alors, on est au pragmatisme avant tout, à la survie. Tobias, lui, en était resté au mystère du Minotaure et à toute cette mascarade. Alors, le manoir n'a jamais été hanté, dit-il, presque déçu. Non, c'était Sergio et Reggie sur ses épaules, qui jouaient le rôle du Minotaure, confirma Doug. Arthur courait derrière, avec un énorme soufflet de cheminée, pour faire croire à un souffle colossal, et la fumée verte qu'on apercevait parfois. Une simple réaction chimique, en mettant deux produits en contact, mais vous sembliez prêt à nous faire disparaître. Doug ricana. Tu nous as pris pour des assassins ou quoi? S'écria-t-il, sans réelle indignation. On fait tout pour préserver notre secret, pour que l'oncle Carmichael ne soit pas en danger. C'est pour ça qu'on a convenu. Bonsoir. Je vais bien. Et toi, Stella 27, tout va bien? Claudia et Patrick se sont doutés de quelque chose. On a été obligé de leur expliquer. Combien êtes-vous au final? Demanda Matt. 7. Nous 6 plus Laurie, une fille de la licorne. Au départ, il n'y avait que Reggie et moi. On a commencé à dessiner des symboles effrayants un peu partout sur les portes extérieures du manoir. Puis les autres se sont joints à nous au gré de nos besoins ou de leur perspicacité à découvrir qu'on cachait quelque chose, un peu comme vous d'ailleurs. On a eu de la chance de vous apercevoir la fois où vous êtes entré dans le manoir du Minotaure. On a pu faire diversion et vous faire fuir. De temps en temps, l'un d'entre nous vous surveillait, mais pas tout le temps. On se serait fait démasquer. À cette énorme porte renfoncée. C'est vous aussi, s'étonna Tobias. Juste les dessins mystérieux, pour le reste, c'était déjà à vous. Mon oncle s'est fait construire un bunker. On n'est jamais trop prudent, fit le vieil homme. Matt tourna la tête vers lui. Si vous êtes toujours comme avant, alors on peut supposer que d'autres adultes ne sont pas devenus agressifs. Carmichael eut l'air triste et secoua doucement le menton. Figure-toi que j'ai eu beaucoup de chance. Le soir de la tempête, j'étais ici même à observer le ciel et les éclairs terribles qui sillonnaient la région. C'est alors qu'ils se sont rapprochés de l'île. On aurait dit des mains squelettiques énormes. Elles palpaient la terre à la recherche de proies, et tout ce qu'elles touchaient, elles le vaporisaient instantanément. Au moment où elles se sont rapprochées de cette tour, le ciel a grondé et une lumière aveuglante a inondé cette pièce. J'ai senti une violente décharge et plus rien. Matt contempla le fauteuil roulant dans lequel Carmichael était assis, ses doigts noueux couverts de veines vertes, sa peau parcheminée. Le vieux monsieur
conjonction de la vraie foudre et d'un de ces éclairs malfaisants pour que l'effet s'annule, répéta Tobias. Si ça se trouve, on pourrait redonner à tous les cyniques leur état normal si on parvenait à recréer ces conditions. N'y songe pas davantage, ce serait peine perdue. Beaucoup d'énergie pour aucun espoir, trancha aussitôt Carmichael. D'abord parce qu'il est impossible d'appeler, si je puis dire, la foudre. Ensuite, parce qu'on ne sait pas si cette tempête se manifestera encore. Ce qui semble exclu si ma théorie est juste, puisqu'elle n'est là que pour nous, pour transformer le monde. Balayer les terres et les mers afin de délivrer l'impulsion de transformation. Et enfin, je crois que le cerveau des adultes touchés a été bien trop traumatisé, pour ne pas dire définitivement modifié, par cette impulsion, pour qu'on puisse espérer la réparation naturelle. Vous pensez vraiment qu'il n'y aura plus de tempête, dit Matt. C'est mon avis. Savez-vous ce qu'est la symbiose? C'est quand deux organismes s'associent pour vivre et perdurer ensemble. C'est ce que l'humanité et la Terre ont fait pendant longtemps, jusqu'à ce que nous décidions de la piller, de la polluer, de ne plus la respecter. La Terre est un organisme qui a donc été obligé de réagir. Elle a envoyé ses anticorps, la tempête, pour obliger l'humanité, qui était devenue un parasite, à se transformer. La plupart d'entre nous ont été détruits, ils n'ont pas survécu à l'impulsion. D'autres ont muté, ils sont le pourcentage d'erreur, le rejet de l'impulsion, et enfin ceux qui ont encaissé. Ceux-là ont été si bouleversés par cette agression naturelle qu'ils en sont devenus des êtres agressifs à leur tour, dans un état belliqueux d'autodéfense. C'est la théorie qu'Ambre a mise au point, rappela Matt. Exactement. Parce qu'elle est observatrice et qu'elle a vite compris ce qui se passait à l'échelle planétaire. C'était finalement ce qui se produit dans notre corps au quotidien. Vous les enfants êtes l'espoir de cette terre que cette terre veut encore avoir en nous. Alors le monde ne changera plus. Ce sera comme ça pour toujours, constata Tobias d'une voix vacillante d'émotion. Et il sera ce que vous en ferez. Vous avez la responsabilité de définir l'avenir de notre espèce. Vous allez pouvoir nous aider, répliqua Matt. Vos connaissances, Carmichael le coupa. Je suis très faible depuis que l'éclair m'est tombé dessus. Je ne tiens pas debout plus d'une demi-heure, et je sens mon corps qui se fatigue de plus en plus. L'avenir s'écrira sans moi, les enfants. Doug avala sa salive bruyamment et passa le bras sur les épaules de son petit frère. Matt décida qu'il était préférable pour tout le monde de changer de sujet. Alors il revint à ce qui les préoccupait directement. Pourquoi voulez-vous me faire une piqûre? Pour étudier ton sang, expliqua Claudia. Tu as manifesté devant tout le monde ton altération. Monsieur Carmichael souhaitait étudier des globules ou je ne sais quoi. C'est vrai, confirma le vieux monsieur. Ne leur en veux pas. C'était mon idée de te faire cette prise de sang pendant ton sommeil. J'aimerais pouvoir vous aider à cerner cette altération. Je ne dispose pas de beaucoup de matériel pour cela. Privé d'électricité, il est inutilisable. On ne sait jamais. Vous auriez dû me le demander. J'aurais accepté la prise de sang. Tu aurais demandé pourquoi. Ça aurait éveillé encore plus tes soupçons, répliqua Doug. Ne sois pas fâché contre nous. C'est vrai. Je n'en veux à personne, le rassura Matt. D'ailleurs, je te présente mes excuses pour tout à l'heure, Claudia. J'espère que je ne t'ai pas fait mal. L'adolescente lui répondit d'un signe de tête. Tous le guettaient avec un mélange d'amusement et de curiosité. Elle était ce banc dont on avait vu la démonstration de force dans la grande salle,
un secret qui menace nos vies à tous. Chapitre 38. Missive anonyme. Le vieux Carmichael, Doug et tous ses complices furent anéantis d'apprendre l'existence d'un traître sur l'île. Ils avaient déjà des doutes après l'épisode du lustre et de la corde coupée, mais ils s'étaient raccrochés à des hypothèses farfelues plutôt que d'envisager le pire. Encore plus troublante, l'imminence d'une attaque des cyniques les fit paniquer, et il fallut que l'oncle Carmichael tempère les ardeurs de chacun pour que Matt puisse terminer son exposé. Il fut décrété que tout allait rester en l'état pendant plusieurs jours. Il était impossible de crier à la trahison tant qu'on ne savait pas ce qu'il s'agissait. Il ne fallait pas qu'ils puissent prévenir les cyniques qu'ils étaient démasqués. Et pour sa sécurité, Michael Carmichael resterait caché encore un moment. Tous acceptèrent qu'Ambre seulement soit mis au courant dès le lendemain, et c'est Matt qui lui fit les révélations à son réveil. Il l'avait trouvé dans la salle commune de l'hydre en train de prendre son petit déjeuner, en compagnie de Gwen. Celle-ci avait fini par s'éloigner et Matt avait pu tout raconter à Ambre. La jeune fille voulut le rencontrer de suite et Matt expliqua qu'il était plus prudent de lui rendre visite à la nuit tombée, lorsque tout le monde serait couché. Dans l'après-midi, un second long-marcheur, chose rare, arriva sur l'île et Matt reconnut immédiatement Ben. Il en eut un pincement au cœur. Ambre l'aimait beaucoup. Ben revenait tout juste du sud-ouest et il n'avait pas beaucoup de nouvelles, sinon la création à l'Éden d'un quartier général des longs-marcheurs. Un petit site dans la forêt avait été attaqué par les gloutons, mais ils avaient été en mesure de repousser l'assaut. Matt songea alors au cynique et il se dit qu'il en serait autrement avec eux, une centaine bien armés et probablement sensibilisés aux stratégies militaires. Quel village panesque pouvait bien leur résister? En fin de journée, Ambre accourut et entraîna Matt dans un recoin du Kraken. J'ai une idée, pensa-t-elle, en trépignant d'impatience. Ben est un garçon sûr, j'ai confiance en lui. Il a l'habitude des déplacements périlleux et sait être discret. On pourrait lui demander d'être notre éclaireur. Il s'approchera de la fumée qu'il y a souvent dans la forêt et repérera le camp des cyniques avant de nous faire un bilan de la situation. Oui, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est sacrément risqué. Ben est un long marcheur, il n'a pas peur du danger. Il sert la communauté des pans, je commence à le cerner. Oui, j'ai cru remarquer que vous étiez très proche. Ambre allait enchaîner lorsqu'elle s'arrêta, laissant nourrir sa phrase dans sa gorge. Elle considéra Matt avec amusement. Serais-tu jaloux? Matt fit une grimace de dégoût. Jaloux, pourquoi veux-tu que je le sois? Devinant qu'elle avait froissé son orgueil, elle s'empressa de corriger. Non, pardon, j'ai cru, c'est tout. En fait, Ben et moi, nous connaissons, car je l'ai harcelé de questions la dernière fois qu'il est venu. Tu sais, je t'avais confié mon désir de devenir à mon tour un long marcheur quand j'aurai l'âge autorisé. C'est pour bientôt, dans 4 mois. Et Ben m'a donné pas mal de conseils. Il a plus de 17 ans, lui, et ça fait plusieurs mois qu'il fait ça. Alors, que penses-tu de mon idée? Il faut voir si
tiré à l'arc toute la matinée, avant sa corvée de cuisine de l'après-midi. Aussi était-il épuisé. J'ai l'impression que mes doigts vont se décrocher de mes mains, se plaignit-il. Quand ils se levèrent pour retourner à leur chambre, Calvin et son sourire indécrochable accourut pour tendre une petite enveloppe à Matt. Tiens, c'était devant la porte. Matt la prit et découvrit son nom écrit dessus à l'encre noire. Il la décacheta et lut. Je t'observe en ce moment même. Si tu montres cette lettre à quelqu'un, tu ne reverras plus jamais Ambre. Elle est dans un endroit que moi seul connais. Si je ne vais pas la libérer avant demain matin, elle y mourra. Maintenant, tu vas m'obéir. Viens au cimetière de l'île à minuit. Viens seul. Si je vois que tu es accompagné, Ambre est morte. Je sais que tu l'aimes bien, ça se voit. Vous êtes toujours fourrés ensemble. Tout le monde le sait. Alors, ne me prends pas la rigolade, sinon je la tue. Tu es prévenu. Matt devint tout pâle et déglutit bruyamment. Ça va, lui demanda Tobias. Oui, c'est un mot d'Ambre. Elle avance dans ses recherches, c'est tout. Il regarda autour de lui. Il était au pied du grand escalier. Une douzaine de bancs de différents manoirs discutaient, assis à leur table, à l'écart. Ben et Franklin, les deux longs marcheurs, discutaient avec enthousiasme. L'auteur de cette lettre était-il parmi eux ou dissimulé ailleurs sur la mezzanine, derrière une colonne? Matt ne pouvait prendre ses menaces à la légère. Il préféra plier la missive et la ranger dans sa poche pour que Tobias la lui prenne de la main. Tu n'as pas l'air dans ton assiette, insista Tobias. Tu es allongé. Sous prétexte de se sentir mal, Matt alla s'enfermer dans les toilettes. Il s'assit sur la cuvette fermée et relut la lettre, le cœur battant la chamarde. Quelque chose dans l'écriture, surtout dans le dernier paragraphe, lui laissait penser qu'il s'agissait d'un pan assez jeune. Je sais que tu l'aimes bien, ça se voit. Vous êtes toujours fourrés ensemble. Tout le monde le sait. Alors, ne me prends pas à la rigolade. C'est une remarque et une formulation puérile. Dans quoi est-ce qu'on s'est fourré? Ambre, murmura-t-il. Matt se remémora les abords du cimetière, cet endroit glauque et angoissant, et aller seul à minuit relevait de la folie. Pourtant, il allait de la vie de son ami. Et si tout cela n'était qu'une plaisanterie? Personne n'en ferait d'aussi morbide. Non, c'est vrai. Ambre n'a pas dîné avec nous ce soir. Je suis certain qu'il lui était arrivé quelque chose. Si je t'attrape, dit-il en fixant l'écriture grossière, je te ferai passer l'envie de t'en prendre aux autres gens, aux gens que j'aime. Il n'avait pas le choix. Il fallait se résoudre à l'évidence. Il était piégé, tout comme Ambre, et leur vie dépendait du bon vouloir d'un jeune pan dangereux. Matt devait lui obéir. À minuit, dans le cimetière, tout
Plume referma la gueule, redressa ses oreilles et le fit ça. Hello, Miss Click 21. Bonsoir à toi. Bienvenue. N'insiste pas, c'est non. Allez, file, retourne dans ta cachette. Il ne faut pas sortir la nuit. Allez. La chienne baissa la tête et fit demi-tour d'une démarche lente et contrainte. Matt s'enfonça dans le sentier qui courait derrière le kraken et longea le manoir soi-disant hanté qui pouvait bien lui donner rendez-vous dans un cimetière en pleine nuit. Un inconscient, assurément. Depuis sa rencontre avec Michael Carmichael, il avait repensé à cet endroit lugubre, aux toiles d'araignée. Aux toiles d'araignée énormes, à cette ambiance de mort qui régnait autour d'eux. Cette partie de l'île n'avait rien d'accoumanté pour éloigner les pans. Il existait vraiment un problème là-bas, une sorte de maléfice ou de malédiction, s'était-il dit. Se pouvait-il que l'impulsion de la tempête ait aussi modifié les terres abritant les morts? De part et d'autre du sentier, la forêt était opaque, noire. Un vent timide faisait bruisseler les feuilles. Les plus hautes tandis qu'une humidité froide montait au long du fleuve. Oui,
Qu'est-ce que je suis? Murmura-t-il en s'éloignant du reptile. Pour le coup, il commença à regretter de n'avoir pas pris Plume avec lui. Soudain, une brindille craqua et Matt fit volte-face. Un trait noir fusa sous ses yeux, si rapide qu'il ne put réagir avant de comprendre que c'était une flèche. Elle vint le frapper en plein cœur, lui coupant le souffle. Matt trébucha et parvint à se rétablir contre une grosse croix en pierre grise. Il eut du mal à retrouver sa respiration, mais lorsqu'elle revint, il fut surpris de ne ressentir qu'une douleur sourde, celle de l'impact. Un gros bleu fleurirait sur sa poitrine. Pourtant la flèche était plantée dans son torse, ou plus précisément dans ses vêtements, et dans la doublure du gilet en kevlar. La pointe n'avait pu transpercer le métal de protection. Matt leva la tête et sonda la forêt. D'où était partie la flèche? Un second trait siffla et il ne put l'éviter non plus. Cette fois, il le toucha à hauteur du nombril. L'armure arrêta encore le projectile, mais ça ne durerait pas. Tôt ou tard, on le viserait au visage. Matt sauta par-dessus une tombe et courut vers son agresseur, qu'il ne parvenait pas à distinguer. Quelqu'un bougea dans les fourrés et se mit à couvrir aussitôt. Il s'enfuit, ce lâche s'enfuit, s'énerva Matt, qui surgit hors du cimetière. Il repoussa les buissons, qui gênaient sa vue, et chercha à repérer le fugitif. Il ne put le voir, mais il entendit qu'il traversait un bosquet de plantes sèches et craquantes. Matt s'élança avec la rage de celui qui sait que la vie de son ami est entre ses mains. Il zigzagua entre les arbres et aperçut une silhouette. Dans la confusion, il eût été impossible d'en discerner davantage. Le fuyard passa sous la toile d'araignée gigantesque en heurtant les cocons d'animaux morts qui se décochèrent. Au moment où Matt pensait se faufiler au même endroit, une forme noire déplia ses pattes et courut sur la toile. Matt dérapa et parvint d'un roulé-boulé à ne pas se prendre dans les fibres collantes. Il n'avait pas eu le temps de bien la regarder, mais il était catégorique. L'araignée qui vivait là était plus grosse qu'un chat. Il perdait du temps à faire le tour et lorsqu'il se rapprocha du sentier, son adversaire était déjà loin. Découragé et aveuglé par la colère, Matt ne fit pas attention où il posait les pieds. Sa cheville s'enfonça dans une racine qui l'envoya au tapis. Un flash étourdissant l'électrisa. Il demeura une longue minute ainsi, étalé, avant de rassembler ses idées et de parvenir à se relever. Inutile de se hâter, il avait manqué toute chance de rattraper le ravisseur d'ambre. Matt eut envie de pleurer. Il ne voulait pas perdre son ami. Il eût été intolérable qu'elle meure, encore plus à cause de lui. Il souhaitait la voir, la serrer dans ses bras et sentir le parfum de sa peau. Non, ça ne pouvait pas s'arrêter aussi. Le ravisseur n'avait rien dit, rien demandé. Il s'était contenté d'attirer Matt jusqu'ici pour pouvoir l'éliminer tranquillement. C'était ça son plan, me tuer. Matt n'avait plus grand doute, son assaillant était l'informateur des cyniques, éliminé un groupe de meneurs, Ambre, Tobias et moi. S'il avait raison, alors il était peu probable qu'Ambre soit encore en vie. Pourquoi s'en débarrasser si l'objectif était de tous les faire disparaître? Tobias, j'ai laissé Tobias seul dans la chambre. Matt se remit à sprinter lorsque la logique l'apaisa. C'est le travail d'une seule personne. Il n'y a qu'un seul traître. Les cyniques parlaient d'un gamin, pas de plusieurs. Ils ne pouvaient pas être ici en même temps au Kraken pour s'occuper de Tobias. Néanmoins, Matt s'empressa de remonter le sentier en frottant sa mâchoire endolorie. Il était à la hauteur du manoir de l'hydre lorsqu'il les entendit se rapprocher. Une multitude de froissements et de couinements. Matt se tourna mais ne
procession qui se rapprochait de lui. Elle tournoyait en opérant de courts piquets pour raser le sol. Matt eut le désagréable sentiment qu'elle le cherchait et il accéléra. Le nuage claqua dans les airs et prit de la vitesse à son tour. L'adolescent se mit à enchaîner les foulées jusqu'à filer aussi vite qu'il le pouvait. Les premières chauves-souris passèrent juste devant lui, plongeant pour tenter de le ralentir. Les suivantes glissèrent à une poignée de centimètres de ses cheveux et Matt devina leur présence au courant d'air qui le frôlait. Il était beaucoup trop loin du kraken à l'enterrer de l'hydre. Monsieur Sarcasme, bienvenue à toi, bonsoir. Il était beaucoup trop loin du kraken et l'entrée de l'hydre était à l'opposé d'où il se tenait. Impossible de se mettre à l'abri. Matt ralentit d'un coup et sortit son épée qu'il brandit devant lui. Les chauves-souris formèrent un tourbillon bruyant au-dessus de sa silhouette et tournèrent de plus en plus vite. Puis l'une se laissa emporter par sa vitesse et se précipita sur son visage. Matt eut à peine le temps de lever sa lame pour se protéger. Le petit mammifère fut sectionné en deux. 3 autres bêtes plongèrent. Matt opéra de larges moulinets avec son arme dont le poids ne lui posait plus de problème, signe évident que son altération était efficace, et le sang gicla, envoyant des fragments d'ailes et de têtes convulsées autour de lui. Peu à peu, le tourbillon émit une vibration grave et terrifiante, et des dizaines de chauves-souris foncèrent sur Matt. Le garçon frappa l'air de toutes ses forces. La lame découpait tout ce qu'elle rencontrait. Pourtant, il fut très vite débordé. Des dizaines et des dizaines de créatures ailées se jetaient sur lui pour le lacérer de leurs griffes. Elles tombaient les unes après les autres, décapitées, amputées d'une aile ou d'une patte. Et cependant, elles semblaient de plus en plus nombreuses. Matt hurla, il hurla avec ses tripes. Pour vivre, pour Ambre, pour Tobias, il hurla de ses muscles. Tous les muscles de son corps se mirent à rouler pour rendre coup pour coup. Ses mouvements devinrent fluides, rapides. La lame sifflait sans discontinuer, tellement elle allait vite. Même lorsqu'elle découpait la chair, malgré tout, Matt était incapable de faire face. Elle le noyait, le submergeait. Il fut rapidement criblé de blessures. Le sang pleuvait sur lui. Et soudain, tout s'arrêta. Merci. Je suis contente que tout ça me plaise. Merci à toi. Et en une seconde, plus une seule chauve-souris sur lui. Elle disparaissait déjà en direction des nuages. Matt tituba et lâcha son épée. Elle était entaillée aux mains. Il était entaillé aux mains et au visage. Des dizaines de sillons sanglants, mais peu profonds. Et pourtant, il était complètement recouvert de sang chaud, celui de ses assaillants. Il vit des silhouettes accourir depuis l'hydre, Lucie, puis Gwen et Ambre. Il cligna des paupières en voyant son ami se précipiter vers lui, et, lorsqu'il fut certain que c'était bien elle, ses jambes se dérobèrent, son esprit vacilla, et il s'effondra sur la terre battue du sentier. Chapitre 40. Déduction. Le lendemain matin, Matt se réveilla dans la chambre d'Ambre. Il avait le visage en feu, l'impression d'avoir des hameçons plantés dans les joues, le front et le menton. Ambre posa un linge tiède sur ses blessures et s'assura qu'on lui apporte à manger et à boire. Lorsque Matt lui raconta l'aventure, elle fut partagée entre colère, inquiétude et gêne. Elle n'avait pas été enlevée du tout, bien au contraire, puisqu'elle avait passé la soirée en compagnie de 4 bancs qui souhaitaient partager leur impression sur l'altération. La
affirma Ambre. Il a joué sur la confusion en te disant de n'en parler à personne, d'espérer que tu t'isoles et que tu ne vérifies pas où j'étais réellement. C'était le meilleur stratagème pour t'attirer à lui en ne prenant aucun risque. On a voulu me tuer, 2 flèches, la première en plein cœur. Si je n'avais pas eu mon gilet par balle, je serais mort. Un dingue est parmi nous. Un dingue organisé. Son plan étant de nous tuer tous les trois, l'un après l'autre, j'imagine. Si on ne se dépêche pas, il va nous avoir. Ambre approuva et se leva pour examiner le paysage par la fenêtre. J'ai discuté avec Ben ce matin, avant ton réveil. Il est d'accord pour sortir en éclaireur dans la forêt. Il va tenter de localiser le camp des cyniques. D'après lui, ce ne sera pas difficile. Ils sont une centaine. Il commence par la fumée qu'on aperçoit loin. Et le vieux Carmichael, tu ne l'as pas encore rencontré du coup? Non, ce soir j'espère. Je ne sais pas si c'est parce que nous y sommes plus attentifs, mais il semblerait que l'altération se manifeste davantage de plus en plus puissamment. Si le traître y prête attention, il va réaliser qu'il ne faut plus attendre. Plus les jours passeront, plus les bancs de cette île seront forts et aptes à contrôler leur altération. Si tu veux mon avis, il ne va pas tarder à lancer le signal aux cyniques. Pour ça, il faut qu'il puisse quitter l'île. Sais-tu quand ont lieu les prochaines cueillettes? Très bientôt, j'en ai peur. Il faut se débrouiller pour que seuls les gens de confiance puissent sortir, personne d'autre. Ça va rendre le traître encore plus méfiant. Il trouvera un moyen ou un autre de s'enfuir. Matt soupira. Ambre n'avait pas tort. Ils étaient dans une situation critique. Il fallait confondre ce manipulateur au plus vite. Et par quoi commencer? Ces méthodes, se dit Matt. Comment fait-il pour communiquer avec les cyniques? Les 3 soldats qu'on a surpris disaient un message qu'il venait de leur laisser. Il était sorti de l'île. D'un mouvement brusque, Matt se redressa et frappa dans ses mains. Quel idiot je fais, s'écria-t-il. C'est tellement évident que je n'y ai pas songé. Le traître faisait obligatoirement partie de notre expédition pour délivrer le message aux 3 cyniques qu'on a surpris. Qui était présent? Nous, l'Alliance des 3, Doug, Arthur et Sergio. Ceux-là, je pense qu'on peut les écarter des suspects. Il s'agissait de quelqu'un de la bande de Doug. Il aurait déjà semé la zizanie en démasquant le vieil homme. C'est un secret qui lui aurait été bien trop utile pour nous mettre dans l'embarras. Que reste-t-il? Travis et Gwen, fit Ambre. Gwen ne fera jamais ça. C'est une amie. Elle est incapable de la moindre méchanceté. En es-tu sûr? Tu parierais ta vie sur elle? Ambre réfléchit puis lâcha. Absolument. Matt acquiesça face à cette détermination. Il restait Travis, le rouquin de la bande, un peu rustre, pas toujours finot, mais volontaire. Il rendrait service très souvent, aimait s'impliquer dans la vie de la communauté et n'avait pas peur de mouiller sa chemise pour la survie ou le confort collectif. Travis était fils d'agriculteur, se souvint Matt, un garçon à qui on a dû inculquer des valeurs essentielles, le travail, l'entraide et le respect. Tout ça ne cadrait pas vraiment avec l'image qu'il se faisait d'un traître. Et apprenti assassin de surcroît. Était-ce une couverture? Si tel était le cas, alors il fallait lui reconnaître une habileté hors du commun. Ça me paraît impensable que ça puisse être Travis, confia-t-il. Rappelle-toi, c'est le premier à s'être porté volontaire pour venir. Il était avec Tobias pendant l'expédition et Toby nous a dit qu'ils se sont séparés. Ça pourrait correspondre. Matt se massa le cuir chevelu. Il avait sacrément mal au crâne. Je ne sais pas, je n'arrive pas à le croire, dit-il. Ambre
que j'arrive presque à faire bouger un crayon. C'est pas encore tout à fait évident, cela dit, je me rapproche, je le sens. Génial, et avec les autres pans, tu as des résultats? Sergio semblait prometteur, non? En effet, il fait apparaître des étincelles. Dès qu'il se concentre, pour l'instant, il n'y arrive pas sans frotter deux objets ensemble, mais je pense qu'il pourra prochainement le faire. Les faire surgir sans rien d'autre que sa concentration. Bill, le garçon qui joue avec des petits courants d'eau, est très doué, et à mon avis, Gwen n'est pas loin de pouvoir déclencher des décharges, faibles, certes, mais à volonté. En tout cas, elle le fait en dormant. Et toi, tu perçois des changements dans ton corps? Matt n'osait pas lui dire que les bouleversements les plus surprenants provenaient d'elle lorsqu'elle s'approchait de lui. Rien d'évident, et pourtant, mon épée pesait une tonne il y a encore quelques mois. Maintenant, je la soulève et la manie aisément. Je me rends compte ainsi que je me fatigue moins vite que d'autres dans l'effort musculaire pour grimper des marches ou pour courir, par exemple. Tout ça est à peine une perspective, mais ce sont juste des constatations plus que des changements évidents. Si seulement on pouvait gagner du temps avant que les cyniques ne nous attaquent, je suis convaincu qu'on pourrait les repousser avec cette île comme défense naturelle et nos altérations à tous, pour peu qu'on puisse les contrôler, alors on serait imprenable. Je sais, murmura Matt, sauf qu'on ne va pas avoir ce temps, il faut trouver autre chose. En début d'après-midi, quand Ambre se fut acquittée de ses consultations, l'Alliance des Trois se retrouva dans la bibliothèque scientifique au dernier étage du Kraken. Ambre se promenait sur les balcons, inspectant distraitement les tranches des livres. En contrebas, Tobias et Matt étaient assis dans les fauteuils et discutaient. Moi non plus, je ne peux pas croire que ce soit Travis, protesta Tobias. Il faudrait le surveiller, suggéra Matt. Ce n'est pas lui. C'est le seul qui était dans l'expédition, donc on n'est pas sûr. Pour les autres, ça semble impossible. Tobias n'eut pas l'air convaincu. Du haut de son perchoir, Ambre déclara sans même lever les yeux de l'ouvrage qu'elle venait d'ouvrir. Si le traître n'était pas dans l'expédition, comment aurait-il fait pour laisser un message aux cyniques contre Matt? C'est ça la question qu'on doit se poser. Comment communique-t-il? Elle rangea le livre et marcha jusqu'à l'escabeau pour rejoindre ses compagnons. Il pourrait avoir dissimulé une note dans l'attelage de plumes, par exemple. Si les cyniques sont au courant, il leur suffit de nous épier, d'attendre qu'on laisse la chienne seule, et ils vont récupérer le mot. Matt secoua la tête. Je n'imagine pas une seconde Plume se laissant approcher par des cyniques. Qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être qu'elle ne se sent pas en danger en leur présence. Plume est d'une intelligence remarquable. Ambre haussa les épaules et ajouta: c'est vrai. En tout cas, c'est un exemple. Il faut qu'on réfléchisse à la méthode qu'il a pu employer pour se servir de nous, de notre expédition, pour apporter un message en ville. Trouvons la méthode, elle nous conduira à l'individu. Tu parles vraiment comme une adulte, s'esclaffa Tobias. Ambre lui jeta un regard noir. J'ai pensé à comparer l'écriture de tous les pans de l'île avec celle du mot que j'ai reçu hier, mais ça va nous prendre une éternité, maugréa Matt. Et s'il n'est pas trop bête, il aura modifié son écriture contre Ambre. On n'est pas des experts. Matt se leva et fit un signe en direction de Tobias. Nous deux, on va s'occuper d'identifier le traître. Ambre, pendant ce temps, il faut que tu rassembles les pans les plus habiles pour que vous travaillez ensemble à maîtriser l'altération. Entraînez-vous pour contrôler vos capacités. Il faut que vous soyez opérationnel le plus vite possible. Si on doit se faire envahir, j'aimerais autant qu'on ait une chance de résister.
bataillon de 100 hommes. Leur repère était loin au sud-est, à plusieurs semaines, à peut-être plus d'un mois de marche. Il avait fait part de cette déduction à Tobias, et le garçon lui avait expliqué que presque tous les bancs étaient déjà sortis au moins une fois pour une raison ou pour une autre. Il ne pouvait pas dresser une liste sur ce critère-là. De temps à autre, il tirait du fleuve noir un poisson dodu qu'il mettait dans un seau. Chacun était plongé dans ses pensées. Finalement, Tobias désigna le visage de son ami. Ça ne te fait pas trop mal. Un peu, ça brûle. Le pire, c'est quand je souris. C'est tout de même bizarre, ces chauves-souris qui t'attaquent que tu ne trouves pas. Matt frissonna. En effet, tu crois qu'elles sont là toutes les nuits, qu'on ne pourra plus jamais sortir après le crépuscule. Matt fit la moue. Il hésita, puis serra sa canne à pêche avant de dire lentement. Tu sais, je fais des rêves étranges depuis que je suis ici. Je rêve d'une créature mystérieuse qui me traque. Elle s'entoure d'ombre, elle ressemble presque à la mort, mais ça n'est pas exactement ça. D'une certaine manière, c'est pire. Je la sens maléfique, en colère. On dirait qu'elle produit de la peur, qu'elle la transmet. Et elle, ou plutôt il, a un nom, le Robéroden. Le Robéroden, répéta Tobias. Tu parles d'un nom. Ce truc, c'est ce que je sens, qui me pourchasse. Et comment t'expliquer ça? Je sais que ce n'est pas seulement un rêve, que ça arrive vraiment. Tu te rappelles les échassiers à New York? Tu parles. Comment je pourrais les oublier? Il s'agissait pour le compte de quelqu'un ou quelque chose, et j'ai l'intuition que c'est pour lui. Un être informe, comme une très grande ombre. Attends une seconde, exclama Tobias. Le site au nord, celui qui a été attaqué l'autre jour par une forme noire, ça pourrait être ce Robert Roden. C'est exactement ce que je me suis dit. Et ces chauves-souris, je les ai bien observées la première fois que je les ai vues. J'ai cru qu'elles voulaient pénétrer dans un des manoirs pour nous sauter dessus, mais avec le recul, je me demande si elles ne cherchaient pas quelqu'un. Depuis hier soir, et leur attaque, j'ai le pressentiment que c'était moi. Ce sont des créatures de la nuit, inquiétantes, comme peut l'être le Robert Roden. Il avait perdu ma trace lors de notre fuite, et voilà qu'il vient de me retrouver. Merci beaucoup. Bonne nuit, à une prochaine. Merci vraiment. Bonne nuit. Tu crois quels sont ces, comment on dit déjà, émissaires? On dirait bien, sinon pourquoi elle déguerpit au moment où les filles de l'hydre sont arrivées? Elles auraient dû se jeter sur ces nouvelles victimes potentielles. Tout ça m'a fait dire qu'ils se rapprochent d'ici et qu'en plus des cyniques, nous avons le Robert Roden sur le dos. Tobias fixa son ami, la bouche entr'ouverte, comme s'il n'osait dire ce qu'il pensait vraiment. Tu veux dire, murmura-t-il, que tu as le Robert Roden sur le dos? Matt l'observa avant d'acquiescer doucement, soudain abattu. De toute façon, je suis avec toi, quoi qu'il arrive. Je ne te laisse pas tomber, et s'il faut planter une flèche entre les deux yeux de ce machin, tu sais que tu peux compter sur moi et mon adresse. Tobias parvint à décrocher un sourire à son camarade. C'est vrai qu'avec toi et ton arc, je ne crains plus rien. C'est toi qui m'auras abattu en voulant dégommer le monstre. Leur rire déjà timide se coupa net lorsque le dos d'un poisson creva la surface et glissa pendant 5 bonnes secondes, témoignant de son incroyable longueur. Tu as vu ça?
s'affola Tobias. Il mesurait combien? Au moins 5 ou 6 mètres de long. Incroyable! Instinctivement, il recula du bord du pont. La nature a changé, constata Matt, avec plus d'amertume que d'angoisse. Cette impulsion a bouleversé la végétation et les animaux pour leur redonner une nouvelle chance de survivre à l'humanité. Maintenant, là-dehors, on n'est plus du tout au sommet de la chaîne alimentaire. C'est comme si la Terre s'était rendue compte que nous allions trop loin, que dès le départ, elle nous avait offert un potentiel trop étoffé, au point de faire de simples singes des hommes bien trop ambitieux et que, soudain, elle venait de corriger cette erreur. T'entends comment tu parles? Il y a encore 6 mois, jamais on n'aurait dit des trucs pareils. C'est comme si on était plus intelligent. Plus mature, tu veux dire? Oui, c'est ça. On est obligé de se débrouiller, de s'organiser, de survivre. Et on s'est adapté, on a évolué, même dans notre langage, je trouve. Matt approuva et sonda leur seau. Il est assez plein. Allez, viens, on rentre au Kraken. Et si on parlait de tout ça à Carmichael, proposa Tobias en se levant. C'est un vieux monsieur, un sage, il saura quoi nous conseiller pour démasquer le traître. Et à propos de ce Robert Oden, il n'en sait pas plus que toi et moi à ce sujet. Laisse-le donc là où il est. De toute façon, avec les adultes, quand il s'agit de résoudre des problèmes, on a vu où ça nous a conduit, lança Matt en dessinant le paysage sauvage qui les entourait. En fin d'après-midi, ils croisèrent Mitch, le dessinateur, qui revenait du pont où il avait fait un croquis des berges. Ils échangèrent quelques banalités et Mitch, qui n'avait pas appris l'agression de Matt par les chauves-souris, s'inquiéta. Hier soir, dites donc, j'aurais pu me faire attaquer moi aussi. Je suis resté dehors jusqu'à minuit. Ah bon, fit Matt, où ça? À la rotonde, avec Rodney du Pégase ainsi que Lindsay et Caroline de l'Hydre. Matt préféra ne pas lui demander ce qu'il faisait là-bas, tous les 4 à une heure pareille pour se concentrer sur ce qui l'intéressait. Et les 3 autres, ils sont rentrés sans souci. Oui, je les ai vus ce matin. Tout le monde va bien. Aucune attaque de chauve-souris. Un peu plus tard, une fois seul, Matt résuma ses conclusions à Tobias. Plus aucun doute, cet après-midi. C'est après moi qu'elles en avaient. C'est après moi qu'elles en avaient. Ces fichues bestioles. Alors, tu ne sors plus dès que le soleil se couche. Ils dînèrent ensemble et montèrent dans la chambre de Tobias pour feuilleter quelques bandes dessinées que Doug leur avait confiées. À un moment, Tobias observa la nuit, le nez rivé au carreau. Je les vois, annonça-t-il sombrement. Des dizaines et des dizaines de chauves-souris. Elles tournent dans le ciel, au-dessus de la forêt. Oui, non, attends. Elles sont au nord, vers le centaure. Tobias remarqua également la fenêtre allumée de la chambre d'Ambre. Ambre ne dort pas, constata-t-il. Avec cette histoire d'altération et d'ultimatum, ça ne m'étonne pas d'elle. Et si tu veux tout savoir, moi non plus, je ne pourrai pas fermer l'œil tant que je ne trouverai pas un moyen de débusquer ce salaud qui nous trahit. Tobias tourna la tête vers Matt, surpris de l'entendre parler ainsi. Puis il revint à sa bande dessinée et poursuivit sa lecture. Plus tard dans la nuit, à minuit passé, il retourna devant la fenêtre et remarqua que la lumière était éteinte chez Ambre. Finalement, elle s'est endormie, on dirait, mais il ne prêta pas attention au ciel étoilé